les hommes, des alliés pour un monde nouveau. Dites-moi où sont les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, où sont... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Où sont les hommes, le podcast qui donne la parole aux hommes entrepreneurs et dirigeants et qui nous apporte leur vision bienveillante de l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, je suis ravie d'avoir à mes côtés Jonathan Woods, fondateur d'Eucalypton. Bonjour Jonathan, comment vas-tu? Bonjour Debbie, je vais très bien. Et toi? Je vais bien, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. Oui, avec grand plaisir. À savoir, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, Jonathan a rejoint l'association LinkedIn depuis l'été et il fait partie de nos bénévoles mentors. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je fais ça. Et voilà. Donc, tu souhaiterais que je me présente? Avec grand plaisir. Donc, dis-nous tout. Qui es-tu? Quel est ton parcours? Et puis, bien évidemment, nous parler de Eucalypton et de ce que tu as créé. La parole est à toi. Merci. Donc, je suis Jonathan Woods. Vous pouvez deviner qu'avec un nom comme Woods, je suis d'origine anglo-saxonne. Mais aujourd'hui, je suis le dirigeant de Eucalypton que j'ai fondé en 2018. C'était à ma retraite, après une longue carrière en marketing et communication pour des groupes internationaux. Et Eucalypton offre des services d'accompagnement aux entrepreneurs, aux porteurs de projets, aux startups, mais les associations aussi, et même les municipalités qui souhaitent réfléchir à leur ville de manière différente. Alors, je suis très intéressé par tout ce qui se passe sur le continent africain. Je trouve que il y a énormément de dynamisme et énormément de créativité. Et donc, je suis assez tourné avec mon offre Eucalypton vers l'Afrique et vers les porteurs de projets, vers les entreprises, vers les municipalités là-bas. Merci beaucoup. Et du coup, parle-nous d'Eucalypton. En quoi ça consiste? Alors, ça consiste en des offres d'accompagnement. C'est très proche du mentorat. C'est peut-être un peu différent, mais essentiellement, c'est la même chose. C'est une offre qui consiste non pas à faire des choses, des prestations pour les clients, mais de les conseiller, de les écouter, d'être une paroi de résonance pour eux, pour être là pendant qu'ils se développent leur activité. Alors mon offre est surtout dirigée vers des clients qui sont en transition, c'est-à-dire des entreprises ou des individus ou des organisations qui sont amenés à réfléchir sur comment aborder une nouvelle étape de leur activité. Ça peut être élargir leur gamme de produits. On est plutôt dans un registre marketing. Ça peut être adresser un nouveau segment de clientèle ou vendre dans un autre pays. Ça peut être faire face à des concurrents qui étaient pas là avant. Ça peut être répondre à des réglementations qui n'étaient pas là avant et qui sont difficiles. Donc, toutes les discontinuités qui peuvent désarçonner parfois les entrepreneurs, je sens que je suis plutôt bon à les aider dans ces moments-là. Voilà. Alors, l'offre consiste en 1, 3, 5, 8 sessions qui sont programmées à l'avance. Je conviens avec mon client toujours d'un agenda pour notre session avant et je fais un compte-rendu après. Et le compte-rendu, c'est de dire qu'est-ce qu'on a décidé. C'est pas un verbatim de la conversation, mais quelles ont été les décisions, quelles ont été les conclusions, les informations et qui doit faire quoi. Alors, parfois, je fais des tâches pour mes clients, bien entendu, mais de manière générale, je les incite à prendre la responsabilité eux-mêmes pour leur projet, pour leur activité, être le pilote de tout ça. Voilà. Ok. Et quels sont en général les profils d'entreprises qui te sollicitent en termes de taille, mais aussi de secteur d'activité?
Alors, généralement, c'est des plus petites entreprises, souvent en Afrique, des porteurs de projets, Ok. souvent dans l'agriculture, donc des gens qui ont envie de cultiver, de vendre, mais de faire ça dans un registre moderne, pas simplement de vendre au marché local comme le faisaient leurs parents. Euh, la transformation agricole aussi, de faire des produits qui peuvent s'exporter, d'aborder le problème du conditionnement, de l'emballage, de l'étiquetage, de Ouais. l'hygiène, des certifications bio, de commerce équitable, toutes ces choses-là. Alors moi, je ne suis pas un expert dans tous ces domaines en particulier, mais je sais trouver les personnes qui peuvent répondre aux questions précises et aux défis en particulier. D'autres domaines, ça peut être la cosmétique, ça peut être aussi tout ce qui est énergie renouvelable. Je m'intéresse beaucoup aux énergies renouvelables. Et en Afrique, il y a eu une tendance à supposer que l'Afrique devait suivre le paradigme occidental, c'est-à-dire d'avoir des grosses centrales de production d'électricité et un réseau qui devait s'étendre pour apporter le service à tout le monde. Je suis arrivé à la conclusion que peut-être un autre modèle est plus approprié, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle des mini-grids. Donc, c'est des petits réseaux autonomes. Ok. Bien sûr, ils peuvent être spécifiés et créés pour pouvoir par la suite être liés au réseau national, mais dans un premier temps, ils peuvent être alimentés par les multiples sources d'énergie non renouvelable qui existent sur le continent. On pense au solaire, évidemment. Il y a beaucoup de soleil en Afrique, mais le désavantage avec le soleil, c'est que le soleil ne brille pas la nuit. Donc, c'est souvent utile d'avoir une deuxième source. Ça peut être de l'hydro. Donc, s'il y a un cours d'eau avec un débit intéressant, ça peut tourner nuit et jour. Ça peut être la biomasse qui est aussi très intéressant. Donc, partout où il y a des cultures végétales ou de l'élevage, il y a des déjections animales ou végétales qui peuvent être transformées en biogaz dans un biodigesteur. Et ensuite, le biogaz peut faire tourner un groupe électrogène pour alimenter le réseau, le mini-grid aussi. Et l'avantage de ce système, c'est que le résidu du biodigesteur, c'est un compost très intéressant qui est bio et qui peut apporter beaucoup d'humidité aux sols qui sont souvent desséchés. Donc, il y a un double bénéfice de cette manière-là. Mais pour les villes, je m'intéresse aussi beaucoup à tout ce qui est transport. Alors que en Europe, et particulièrement à Paris, on est en train de diminuer la place de la voiture, cette vision des choses n'est pas encore anticipée, souvent en Afrique. Et donc, les municipalités ont souvent tendance à simplement suivre ce qui s'est fait en Occident. Et mon propos serait de dire, il faut réfléchir selon vos conditions et dans une projection des conditions qui auront dans le futur, pour avoir des modèles, des solutions qui sont bien adaptées à chaque ville de manière durable. Très bien. Parle-nous de ton expérience d'entrepreneur. Est-ce que tu aurais des anecdotes à nous partager ou même par rapport à tout ce qui est gestion auquel tu as pu faire face? Alors, ce que j'ai réalisé quand je me suis lancé, j'avais été un employé de différentes entreprises avant, et de me lancer dans l'entrepreneuriat, je n'avais pas pris la mesure de à quel point je devais me redéfinir moi-même. Je devais comprendre mon propre why. Et je me suis aperçu, quand j'ai fait la première version de mon site Internet, j'étais en train de beaucoup me renvoyer à moi-même l'image de ce que
j'allais devenir. Ouais. Dans la deuxième version, je me suis beaucoup plus concentré sur la pertinence aux clients. Mais la partie du travail de quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat, qui consiste à dire pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que je me rends compte que je fais un travail qui est plutôt seul? Est-ce que j'ai le cran et la détermination pour continuer? Et est-ce que j'ai un réseau de soutien pour m'aider à faire ça? Et une des raisons pour lesquelles je suis très content de contribuer à Linktel, c'est que c'est un réseau de femmes qui s'entraident et qui s'épaulent. Et c'est absolument essentiel vers cela. Alors, de manière générale, je n'aime pas du tout tout ce qui est administratif. Et je dois dire que tout ce qui est impôts, organisation de ce type, il faut que je le délègue. C'est pas ce qui me fait vibrer. Donc, il faut savoir ce qui est nécessaire et ce qu'on sait faire et ce pour lesquels il faut trouver un prestataire compétent pour faire ça. Voilà. Tout à fait d'accord, je suis alignée avec ça parce que c'est vrai que moi l'administratif ça fait pas 2, ça fait 42. Donc en effet pouvoir s'appuyer sur quelqu'un qui maîtrise c'est toujours important parce que on a nous notre projet, la gestion de l'entreprise et voilà, c'est de rester sur son expertise quoi. On peut pas être opérationnel à fond sur tout quoi. Exactement. Parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu retiens de toutes ces expériences entrepreneuriales et que tu vis actuellement, peut-être? Alors, pendant une année, j'ai donné des cours de marketing, de stratégie, d'anglais pour la négociation à une école de commerce ici. Et ça m'a mobilisé. C'était intéressant, c'était stimulant. Mais ça m'a défocalisé un petit peu de mon travail avec les entrepreneurs. Ouais. Je l'ai fait toujours dans le cadre de mon activité Eucalypton, mais ça ne faisait pas vraiment partie de ma stratégie de base. En termes de sources de revenus, c'était très bien, mais voilà. Donc maintenant, je me suis reconcentré sur mon activité là, de soutien aux entrepreneurs. Et puis, je viens d'agréer un contrat au Burundi pour une ONG qui est une ONG de soutien aux coopératives agricoles. Donc, je suis très content pour cela. Et je travaille par ailleurs avec une entreprise, un petit holding en RDC qui qui impulse différentes activités, et notamment je viens de travailler sur une activité qui consiste au marketing des bouteilles d'eau potables à Kinshasa. D'accord, bravo. Par ailleurs, je travaille avec un urbaniste sénégalais par rapport à la municipalité de Djerksay Parcelles, qui est une grande partie de Dakar, plutôt résidentielle, où le développement urbain là-bas s'est fait sans vraiment penser au service à la communauté. Toutes les autres infrastructures étaient prioritaires, mais voilà. Donc maintenant, ils se sont mobilisés et la municipalité a choisi un certain nombre de quartiers et de terrains pour les verdir. Donc cet été, nous avons retenu les services de 3 étudiants, 2 Sénégalais et un Français, qui ont fait un sondage des quartiers pour savoir les attentes des habitants et pour déterminer si une seule offre ou une offre standardisée convenait ou s'il fallait faire du sur-mesure dans chaque quartier. Donc, évidemment, tous les terrains n'ont pas la même configuration. Bien sûr, ouais. Mais de manière générale, l'idée, c'est d'offrir un espace
de calme et de verdure pour les personnes âgées pour s'asseoir et discuter, un endroit pour les mamans avec une aire de jeu pour les enfants, un endroit où les jeunes adultes peuvent faire du sport, de la musculation, et enfin une zone qui serait mise à disposition des associations de théâtre, d'animation culturelle, etc. Voilà. Donc, on va bientôt lancer un projet pilote pour vraiment les réaliser. Et une de mes tâches, c'est de trouver des sponsors, parce que la municipalité n'a pas tous les moyens nécessaires, et donc ça sera fait en partenariat avec eux, mais avec des sponsors d'entreprises qui veulent évidemment faire rayonner leur marque, mais qui respecteront le projet tel que nous l'avons défini. Bravo, en tout cas courage aussi, parce que je sais que la recherche de sponsors, c'est loin d'être une tâche facile. Ah, mais ça c'est effectivement, je dirais que dans mon entreprise Eucalypton, une des choses que j'ai devant moi, que je dois faire, c'est vraiment me faire un répertoire de business angels, de banques, de sources de financement. Je suis assez rodé à aider les entrepreneurs à préparer un business plan, à préparer leur pitch aux investisseurs, mais de dire en fonction de là où ils se trouvent et de leurs activités, quelles sont les sources de financement. Ça, c'est une chose qui est nécessaire. Et je pense que pour les entrepreneurs de Linkel, c'est aussi une préoccupation. C'est pas toujours évident de savoir à quelle porte taper. La grande difficulté, c'est que quand on a déjà eu un emprunt qu'on a remboursé, on a déjà été financé, c'est beaucoup plus facile. Mais quand on tape aux portes pour la première fois, c'est peut-être la chose la plus difficile de loin à faire. Et je crois que nous avons à travailler là-dessus beaucoup plus, parce que c'est essentiel. Trouver des financements pour démarrer n'est pas facile. Je confirme. C'est vrai que nous en avions déjà discuté entre nous, mais peux-tu, parce que en effet, il y a cet intérêt que tu portes sur le continent africain. Est-ce que tu vois peut-être certainement que je pense que oui, des divergences et des convergences entre justement les entrepreneurs européens et les entrepreneurs africains? Je trouve que les entrepreneurs en Afrique, alors on peut pas généraliser, mais très souvent n'ont pas les filets de secours que nous avons en Europe. C'est-à-dire que en Europe, si on est employé, on peut trouver des possibilités de créer son entreprise, de continuer à être payé. Si ça marche pas, il y a la sécurité sociale. Donc, il y a toutes sortes de filets qui permettent alimentairement de continuer. Alors, en Afrique, il y a souvent la famille, mais c'est difficile, hein. Et donc, les entrepreneurs africains, quand ils sont motivés, ils sont très motivés. Ils ont vraiment envie d'y aller. Et moi, je trouve ça très enrichissant et très stimulant. Il y a moins de cynisme, il y a beaucoup plus de dynamisme. Mais voilà, je crois qu'il y a une réalisation qui n'était pas là il y a 15 ans. Que l'agriculture est une source de revenus importants, et que l'Afrique va peut-être être le jardin du monde. C'est là où les cultures vont être cultivées. Et puis, mais il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs dans le digital, beaucoup d'entrepreneurs dans toutes sortes de services techniques qui sont très bien qualifiés, qui sont très compétents, et que plus qu'il y a 15 ans sont à l'aise pour parler avec des différentes parties, des sources de financement ou des partenaires en Chine, aux États-Unis, en Turquie, en Russie, en Europe. Et donc, avec les réseaux sociaux, un grand apprentissage à comment dialoguer et fonctionner dans un monde au-delà du continent est en place maintenant. Donc,
Ça, c'est une chose. Je crois que l'autre chose, c'est que le soutien familial est souvent important. Ouais, Ici, un c'est entrepreneur clair. démarre, il doit se démerder plutôt tout seul. Il ne peut pas tellement se tourner vers ses frères et sœurs. Or, ce modèle-là d'entraide familiale est très fort en Afrique. Peut-être une des choses qui manque, ou un des problèmes, c'est une espèce de défiance vers les partenariats. On est souvent conscient des risques de se faire voler ses idées, d'être arnaqué par Ouais, un partenaire potentiel. Et donc, un apprentissage à comment jauger et évaluer des partenaires potentiels, je crois, est très important. Parce que réussir tout seul, surtout quand il faut exporter, quand il faut remplir toutes les normes, c'est important. c'est très important et très difficile parce que même quand tu cernes aussi, des fois, t'es pas à l'abri de déconvenus également. Donc, Voilà, exactement. Tout à fait. Mais je crois qu'il faut évaluer les risques, il faut avancer pas à pas, ne pas tout de suite faire confiance à tout le monde, mais tout ne à pas fait. être trop défiant. Parce que une trop grande défiance fait on passe à côté d'opportunités importantes. Donc voilà, faut doser et il faut avancer pas à pas, comme je disais. Je suis tout à fait d'accord. Bon, en parlant de papa, quelle est pour toi la vision de l'entrepreneuriat féminin? Si tu avais des mots là qui te venaient tout de suite. Je pense que nous sommes tous d'accord que nous venons d'une culture, et c'est pas simplement en Europe, où le rôle de la femme n'est pas impulsé suffisamment. Euh, mais qu'est-ce que les femmes entrepreneurs peuvent faire? Je pense qu'elles doivent se donner confiance. Elles ne peuvent pas changer le monde nécessairement autour d'elles, mais elles peuvent se donner les moyens et la confiance d'agir dans le monde tel qu'il est. Et de plus en plus, il y a des réseaux de soutien, des initiatives pour aider les femmes à créer une activité économique. Et c'est très salutaire et très important. J'ai une tendance à vouloir soutenir les catégories un peu en difficulté. Je constate que beaucoup de femmes s'aident entre elles et il faut simplement poursuivre ce qui est entrepris Mm, mm. pour les aider, pour les apporter des connaissances, du soutien et la confiance. Voilà. Très important. Les femmes ont beaucoup d'avantages par rapport aux hommes. C'est que les femmes sont naturellement peut-être plus bienveillantes et plus à l'écoute. Les hommes ont souvent de la difficulté à écouter. Euh, et donc, je pense que dans un monde moderne, dans une économie mondiale, savoir écouter, savoir décrypter les différentes cultures, savoir proposer et avoir une part de séduction pour vendre, tout ça, c'est très important. Donc, je pense que peut-être contrairement au passé, les qualités qu'on attribue aux femmes traditionnellement ont de la valeur. Et Bien sûr. les hommes, souvent, ont utilité à s'en imprégner aussi. Tout à fait d'accord. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager par rapport à ça, peut-être par rapport à quelqu'un que tu aurais accompagné éventuellement? Alors oui, j'ai accompagné plusieurs personnes, je ne veux pas donner de nom ici, Bien sûr. mais euh, voilà, je crois que le, ce que j'ai constaté, pour un peu généraliser à partir de plusieurs cas, c'est que euh, peut-être en tant qu'homme, mes clientes au début se tournaient vers moi un peu trop comme une source de sagesse et d'expertise que je n'estimais pas moi-même avoir.
Donc, je pense que j'ai passé pas mal de temps à les pousser à s'affirmer Ok. et à devenir le pilote de leur propre activité et de leur propre vie. C'est souvent difficile parce que les femmes, bon, quand elles sont toutes jeunes, elles ont le temps, elles peuvent faire les choses, mais quand elles ont des enfants, quand elles ont une famille auquel il faut s'occuper, il faut jongler tout ça. Et je dirais que là, de nouveau, pour faire une distinction entre les hommes et les femmes sont souvent beaucoup plus multitâches de manière efficace. Et les hommes comme moi sont déboussolés quand il faut gérer plusieurs choses en même temps. Moi, j'aime beaucoup me focaliser sur une chose l'une après l'autre, mais c'est souvent pas possible. Donc, voilà, je crois que c'est ça que j'ai envie de dire, surtout. Euh, je pense que peut-être parfois aussi les femmes sont très tournées vers le côté euh, paraître de leur entreprise. Ouais. Le logo, la marque est souvent ont envie de se faire plaisir. Et donc une des choses qui est très importante, c'est de savoir conjuguer à la fois ses propres valeurs, ce qui vous anime, ce que vous avez Surtout. envie de faire vous-même. Ça, c'est très important. Il faut le savoir, il faut le connaître, il faut le garder. Mais en même temps, il faut rendre ça pertinent à sa cible. Donc, si en créant un nom de marque qui correspond à quelque chose de très personnel, qu'on ne sait pas expliquer, ça peut être un déboussolant pour les clients. Ouais. Tout ce qui est, je dirais, charte graphique et tout le reste, il faut le rendre pertinent pour les clients. Quelle est la lecture des personnes qui vont acheter votre service ou votre produit? Et donc, un travail qui est très important, c'est de mettre sur papier ses valeurs, ses préférences, ses prédilections. Et puis, pour faire une marque, il faut faire un cahier des charges. Il faut Tout à fait. dire, ma marque est un outil de communication. Avec qui est-ce que je parle? Qu'est-ce que je veux induire comme émotion, comme action dans ma cible? Et donc, en créant un logo, on crée une marque, on crée une charte graphique et tous ces éléments je dirais, d'encadrement, c'est important de savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Alors, il faut rester fidèle, comme je disais, à ses propres valeurs, ça c'est sûr, mais en même temps, il faut les conjuguer avec ce qu'on est en train de faire en termes d'activité économique. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est très important. Est-ce que, à ton échelle, il y aurait peut-être des actions peut-être que tu aimerais apporter pour justement apporter contribuer à ce manque de visibilité des femmes entrepreneurs? Alors, ce à quoi je suis particulièrement sensible, c'est un certain nombre de jeunes hommes qui m'ont fait remarquer qu'il y avait plein d'initiatives pour leurs grandes sœurs ou leurs copines dans Ouais. l'entrepreneuriat, mais pour eux, il n'existait rien. Et il est vrai qu'un jeune homme qui est peut-être en adolescence, qui commence à réfléchir à l'entrepreneuriat, n'a peut-être pas les mêmes supports. Alors, ce que je pense personnellement, c'est que aujourd'hui, à l'échelle mondiale, on est amené à définir quel genre de femme ou d'homme on choisit d'être. Oui. On n'est pas nécessairement, on va pas nécessairement suivre ce que ses parents ont vécu et leurs valeurs et leur définition de leur rôle en tant qu'homme ou femme. Il faut le choisir. Et deuxième chose, je pense que le bien-être des hommes et des femmes dépend aussi de la capacité de s'apprécier vraiment pour ce qu'on est les uns les autres. C'est difficile pour
les hommes souvent ne comprennent pas les femmes, ne comprennent pas leur cycle, qui est émotionnel aussi. Mais les jeunes femmes ne comprennent pas très bien la pulsion que les hommes ont à l'adolescence à vouloir se précipiter et à voir les femmes comme des proies. Et je pense que ce que j'aimerais voir se développer, c'est des ateliers, des accompagnements pour aider les garçons et les filles, les jeunes hommes et les jeunes femmes à s'apprécier, à se comprendre. Moi, j'étais élevé dans une famille uniquement de garçons et j'ai dû apprendre plus tard le fonctionnement des filles. Je connaissais ma mère, mais bon... c'est ta mère, quoi. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc, je pense que la compréhension et l'appréciation de qui nous sommes entre hommes et femmes est très important. Oui, tout à fait, pour justement éviter des déboires ou autres, et pour tout simplement, c'est important de s'écouter. Oui, parce que les jeunes garçons ont souvent comme rôle modèle uniquement leurs grands frères, leurs pères, leurs oncles, qui peuvent être un petit peu dans un registre ancien, un peu phallocratique. C'est ça. Et alors que les jeunes femmes ont souvent beaucoup plus de rôles modèles qui leur sont proposés. Elles ont besoin, mais je pense que pour l'harmonie de chacun, des initiatives qui visent plus à faire parler les garçons et les filles entre eux, et les hommes et les femmes entre eux, à s'écouter et à se comprendre, c'est très important. Entièrement d'accord. Est-ce que tu aurais, du coup, pour finir, une recommandation pour la fin, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent? Voilà, moi je pense que si vous êtes une femme entrepreneur, je vous recommande fortement de réfléchir et d'intégrer Linkel, parce que c'est une belle initiative. Il y en a d'autres, mais le soutien et l'organisation est très appréciable. Moi, je prends beaucoup de plaisir à travailler avec Linkel. Et puis, mais de manière généralisée, il faut vous faire aider, accompagner. Il faut pas rester toute seule dans votre coin, ou tout seul si vous êtes un homme. Il faut vous mettre en réseau avec des partenaires qui vivent la même chose que vous, avec des personnes un peu plus âgées qui ont de l'expérience et qui peuvent vous donner des conseils. Parce que le chemin de l'entrepreneur est souvent un peu seul. Donc voilà, ce serait mon mot de conseil à la fin. Voilà. Super. Merci beaucoup, Jonathan. C'était un plaisir d'avoir échangé avec toi. Et moi également. Merci, Debbie. Et à très vite. À très bientôt et merci à tous pour votre écoute. Et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain épisode du podcast Où sont les hommes? Bonne journée. Bonne journée. Où sont les hommes? Des alliés pour un monde nouveau. Dites-moi